Il est sorti de prison, il m'a ramené des livres. Ce qu'il ne comprenait pas, c'était que je voulais mon père, en fait, pas des livres. C'est tellement plus facile d'être lâche, de dire aujourd'hui, à 30 ans, je refais la même chose que mon père. Mais c'est pas ma faute, c'est mon père qui n'a pas bien géré. Moi, je rencontre des adultes qui ont 50 ans, qui ont des attitudes, des comportements et des crises d'enfants de 10 ans. Je regarde papa des gens en train de criser en insécurité émotionnelle totale. Tout le monde veut être aimé, mais personne ne veut aimer. On n'accepte pas les gens tels qu'ils sont. On préfère les fabriquer dans un imaginaire. Un peu comme si on les prenait par pitié ou par compassion. Nous voici en train de jouer les apprentis potiers du quartier sur les enfants des gens. Vous voulez changer. Non, il n'est pas comme ça. Ça ne me plaît pas. Mais si ça ne te plaît pas, ne le prends pas. Comme l'homme qui voulait être heureux. On finit par être heureux parce qu'on le décide. Juste décider de cesser peut suffire. Arrête de te faire mal. Arrête. Juste arrête. Quand tu y penses, arrête d'y penser. Juste avant de commencer, j'ai un petit cadeau pour toi. Je sais que prendre des notes pendant qu'on suit un podcast, c'est souvent galère. Il faut mettre pause, noter, revenir, faire pause. Bref. Et si on est au volant ou qu'on a les mains occupées à autre chose, c'est carrément impossible. Alors, je l'ai fait pour toi. J'ai tout condensé. Les concepts clés, les citations marquantes, les ressources, les liens, tout ce qu'il faut retenir de cet épisode dans un seul document. Tu peux y accéder gratuitement via le lien en description. Voilà, maintenant installe-toi et profite de l'épisode. Allez, wake up champ. Bonjour Lala. Bonjour Roland. Comment tu vas? Très bien. Je voudrais commencer par te poser une question qui est pour moi plutôt une question rituelle. D'accord. Quand on s'assoit dans ce fauteuil, c'est te demander si tu étais en face de toi quand tu avais 18 ans, avec ce que tu sais aujourd'hui de la vie en général, de l'expérience que tu as eue, quel est le conseil que tu te donnerais en un mot ou en une phrase? Ne change rien. Ah oui? Non, rien. Pourquoi? Parce que j'ai eu une vie fantastique. Ouais. Très pleine d'aventures, pleine de palpitations, pleine de stress. Je ne me serais jamais donné aucun conseil parce que le conseil, ça veut dire fais comme moi. Mais la moi d'aujourd'hui, ce n'est pas la moi d'hier. Et si je n'avais pas fait ces erreurs-là, je ne serais pas moi aujourd'hui. Donc, si j'avais changé un chouïa, je n'aurais pas pu porter peut-être assistance à toutes les personnes que j'accompagne aujourd'hui. Je n'aurais peut-être pas eu mes enfants. J'ai fait le choix de bien choisir mes erreurs. Voilà. Donc, je ne me donnerai pas de conseils. C'est parfait. On va dire que c'est une déformation professionnelle. Oui. Parce que dans la santé mentale, on ne donne pas de conseils, en fait. Ouais. On accompagne la personne à s'assumer entièrement. Ouais. Erreur comme bonne chose. Parfait. Là, ensuite, je vais te demander de te présenter. Je suis Lala. Je suis spécialiste en tout ce qu'il ne faut pas faire. Je suis maman de 3 garçons. Je suis divorcée 2 fois. Et je suis juste moi. Je suis communicatrice. C'est passion depuis l'enfance parce que sinon je suis juriste de formation. Ensuite, je me suis dirigée vers le maquillage. J'ai fait à peu près tout ce que j'aimais dans la vie. Et je suis revenue à la communication qui est un grand amour. Et je crois que sans communication, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Ouais. Donc, c'est quelque chose que tout le monde doit apprendre à communiquer, à parler à tout le monde, etc. Et puis, j'ai fini par, disons, arriver à ce que j'appelle la mission. Donc, la psychologie, la santé mentale, l'accompagnement des autres. Et c'est finalement un peu ce qui m'a guéri aussi, d'accompagner les autres. Donc, je suis aujourd'hui certifiée accompagnatrice en relation d'aide empathique et je poursuis donc un diplôme, pour l'instant spécialisé, qui va se terminer en licence, en master et j'espère en doctorat. Je suis également conférencière d'inspiration. Il y a beaucoup de choses. Ah oui, mais je pense que tout tourne autour de la mission. Ouais. Communiquer, permettre aux gens de se sentir bien, de se sentir eux, de s'assumer et de s'aimer tels qu'ils sont et non pas tels que les autres voudraient qu'ils soient. Mais en préparant cette émission, tu me faisais cas de ce que toi-même, et tu l'as dit tout à l'heure, toi-même, tu viens de loin. Tu me racontais des blessures que tu as eues dans le passé, des choses qui t'ont touché et qui font qui tu es aujourd'hui. Alors, imaginez quelqu'un qui est enfant de personnalité, qui a 2 parents qui sont divorcés, qui a des frères et sœurs, qui a une famille recomposée, qui a des étrangers en permanence dans sa maison, une personne qui a grandi en ayant subi justement des violences de type sexuel, du harcèlement, des attouchements et ce que je peux apparenter à du viol, parce que violer quelqu'un,
C'est pas forcément la pénétration, même s'il y a parfois des pénétrations d'objets, etc. Mais plus le fait de violer l'intimité de la personne, de ne plus la laisser être elle, d'être en permanence en train de la stresser et donc de conditionner même sa vie sexuelle alors qu'elle n'est qu'une enfant. Donc oui, la charge mentale de tout ça, de grandir en devenant soi-même, en étant face à un père qui est charismatique, qui est éloquent, qui est intelligent, qui est connu, qui est politicien, et puis être tout le temps comparé en plus, en grandissant, tout le temps comparé à la personne. C'est toute cette charge mentale-là qui représente quelque chose d'important pour moi. Comment tu te sentais à ce moment? Brisée, abandonnée. Je souffrais beaucoup et j'étais pas seule parce que une famille, forcément, père, mère qui se séparent. Moi, j'étais très, très jeune quand mes parents se séparaient, j'avais 2 ans. On a l'impression que ça n'a pas d'impact sur l'enfant, mais ça a un impact. On n'a pas eu la même façon de développer des systèmes de défense. On n'a pas du tout la même réaction. On n'a pas le même caractère, on n'a pas le même tempérament, on n'a pas la même histoire. Mais du coup, on se rend compte que ça a un impact énorme sur les enfants quand c'est mal fait. Pas question de, la question n'est pas la séparation, mais de comment on se sépare. Voilà, parce que je ne veux pas traumatiser les gens en leur disant restez quand même comme si ça allait résoudre le problème. L'enfant est impacté de toute façon. Je me suis sentie abandonnée par ma mère, alors qu'en fait, elle n'a pas eu le choix. Elle a dû partir pour des raisons qui lui sont propres, mais je me suis sentie abandonnée par ma mère. Je me suis raccrochée à toutes les figures maternelles que j'ai rencontrées après, même si certaines m'ont fait souffrir. Et puis en même temps, est-ce que je peux reprocher à quelqu'un de ne pas remplir les obligations de maman? Je ne sais pas. Ça s'est apaisé au moment où ma belle-mère, ma dernière belle-mère, celle qui est là jusqu'à présent, est arrivée. Notre relation était très tumultueuse au début, mais elle a été une mère fantastique. Quand tu parlais d'être brisée, d'avoir vécu ce que tu as vécu, de n'avoir pas le même système de défense entre vous et tout, est-ce que tu te souviens d'une scène, d'un événement, d'un moment qui t'a spécialement marqué? Il y en avait tellement, en fait. Si tu devais en citer un. Ce qui m'a le plus marqué, c'était que, par exemple, mon père n'était jamais là à mes anniversaires. C'était jamais là. Et il y a eu un anniversaire en particulier, celui de l'an 2000. Mon père était en prison. Parce que lors du coup d'État de 99, on l'avait suspecté, en tout cas, et il était allé en prison pendant un moment dans un des camps. Je ne me rappelle plus c'était lequel, mais il était dans un camp d'Abidjan et il était détenu là-bas. Et mon anniversaire, il n'était pas là. Donc, en fait, c'était plus choquant parce que je me disais qu'après ma mère, mon père n'allait plus revenir. Ce que tu dis me challenge, moi qui suis père de fille aussi. Et quand tu parles de ça et que moi, par exemple, je suis pas au pays, parce que c'était pas volontaire, par exemple, tu vois. Je suis pas au pays, c'est pas fait Mais exprès. dans l'esprit d'un enfant, est-ce qu'il sait ce qui est fait exprès ou pas? Parce que lui, tout ce qu'il retient, c'est la blessure que ça lui cause. Il est sorti de prison, il m'a ramené des livres. Ce qu'il ne comprenait pas, c'était que je voulais mon père, en fait, pas des livres. Pas des livres. Ce que tu dis me glace un peu. Parce qu'on a tendance à être des parents qui répétons les schémas. Donc, on va acheter des choses en pensant que ça nous remplace, alors que ça ne nous remplace pas du tout. Du coup, je fais ce que je peux. J'aime beaucoup travailler, mais je fais ce que je peux pour être à la maison les mercredis, les samedis. Je passe toute la journée du samedi à la maison. Il n'y a personne qui peut me faire sortir un samedi. Je fais des activités avec mes fils. On va au zoo, on découvre un truc, on fait un pique-nique dans le jardin. Si j'ai développé tout ça, c'était surtout pour ne pas que mes enfants aient à revivre la chose. Et puis surtout, je travaille beaucoup, donc je leur explique pourquoi je pars, qu'est-ce que je fais. Mes enfants adorent mon travail plus que moi. Ils luttent pour venir au travail avec moi. Maman, je veux venir avec toi. Il y en a même qui font semblant d'être malades. Et ils viennent au bureau, ils ont leur petit bureau, j'ai tout aménagé pour que si jamais un de mes fils arrive au bureau, il soit accueilli, voilà, et puis ils viennent, ils colorient, etc. Ils adorent. Je me rends compte que nos parents croyaient que nous maintenir à l'écart de leurs activités professionnelles, ça nous protégeait, parce que des fois, ils n'aimaient pas leur travail aussi.
où ils vrai. n'aimaient pas les conséquences de leur travail. Mon père n'a jamais voulu que je fasse la communication. Ah bah, il a raté. Parce que les enfants répètent les schémas et très souvent on finit par ressembler aux parents auxquels on n'a pas envie de ressembler. Pourquoi, selon toi? C'est tout ce qu'on reproche à quelqu'un, c'est généralement quelque chose qu'on refuse de voir en nous. Donc, Ok. quand on ressemble aux parents, on lui reproche des choses, mais on l'a déjà en nous, hein. Beaucoup de gens répètent les schémas. On a un père infidèle, on finit infidèle. Alors qu'en fait, on a dit que jamais ça nous arriverait parce qu'on a vu notre mère blessée. Mais la femme avec laquelle on se met n'est pas notre mère. C'est pas notre mère. C'est une femme qui est la mère de notre fils ou de notre fille, mais qui n'est pas notre mère. Lorsqu'on dit, on reproche à un parent d'être absent, en général, on finit par faire la même chose. Mais nous, on s'excuse. On dira, c'est pas pareil, c'est pas la même chose, c'est pas la même époque. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai tel prétexte. Pareil pour le choix du conjoint. Notre enfance impacte considérablement tous nos choix dans la vie, y compris le choix du conjoint, y compris notre capacité à rester ou à partir, y compris tellement de choses finalement, que je trouve que justement, la charge mentale d'être courageux, c'est énorme, hein, parce qu'être lâche, c'est beaucoup plus facile. Ah ouais. On n'a rien à faire. Il suffit de ne pas prendre de décision. Il suffit de laisser la vie arriver et puis la subir. Il suffit de se placer en victime. Ça marche toujours, le pitié-telling. Ça marche toujours. Ah ouais, le pitié telling. Ouais. Clint Alex dit que j'ai des vannes de la mort et qu'il devrait m'embaucher. Mais en gros, être courageux, ça représente quelque chose, hein. Choisir, par exemple, de dire non au lieu de dire oui. Choisir de dépasser des blessures. De regarder tous les jours, par exemple, la personne qui nous a fait du mal et puis de lui dire « je te pardonne ». En fait, se pardonner à nous-mêmes, c'est lourd, hein. C'est lourd. Parce qu'en fait, on s'en veut à nous d'avoir permis que la situation arrive alors qu'on n'était que des enfants et que finalement, en grandissant, on répète ce qui s'est passé enfant en espérant changer l'histoire, mais en refaisant toujours la même chose. C'est la folie. À quel moment tu as compris ça? À quel moment tu as compris que les blessures de ton enfance ont été quand même d'un gros impact dans ta vie? Je l'ai compris très vite. Très vite. Mais Ah oui. entre la compréhension et puis le changement, il y a parfois le grand canyon. Donc, tu vas dire « j'ai compris ». D'abord, tu vas accuser les autres. Donc, c'est pas toi. C'est ton père, c'est ta mère. Et puis, c'est tellement plus facile, comme je disais tout à l'heure, d'être lâche. De dire aujourd'hui, à 30 ans, je refais la même chose que mon père. Mais c'est pas ma faute, c'est mon père qui n'a pas bien géré. Mais non seulement il n'est plus là, mais à partir du moment où je suis majeur et capable de prendre mes propres décisions, je ne peux plus l'accuser. Il y a même des choix qu'on fait parce qu'on veut tellement faire plaisir à ce parent-là. Donc, si la personne prend une décision qui est... tu ne peux pas savoir que ton père est rationnel. Pour toi, c'est la personne la plus sensée du monde. C'est ton père, c'est ta mère. Un parent ne se trompe pas. Vu comment on nous éduque, ça, oui. on nous dit même qu'un parent ne s'excuse pas. Donc, ça veut dire que le parent a absolument raison. Un homme ne débarrasse pas la table, etc. Donc, quand on grandit avec ce genre de choses, on grandit en se disant, quand moi je serai parent, j'aurai raison. Quand je serai grand, j'aurai raison. Donc, en attendant, je suis petit, je subis. Je suis petit, je subis. Mais ça fabrique énormément de frustration qu'on va reverser sans faire exprès sur les personnes qu'on va rencontrer plus tard, qu'on va dire aimer, mais qu'on va faire souffrir en se faisant souffrir aussi. Des fois, on a ça. Syndrome de persécution, victimisation, et puis on finit par développer des fois des troubles narcissiques de la personnalité où tout tourne autour de nous, et puis où on ramène toujours tout à nous. Et il y a tellement de blessures et tellement de conséquences de ces blessures-là. Quand c'est mal soigné, ça se gangrène, ça pourrit. Et on cache sous des couches et des couches de vernis, d'un vernis de perfectionnisme, d'un vernis de « je veux toujours tout bien faire, je veux toujours tout… » Il faut que tout soit… Moi, j'ai ça. Je ne supporte pas quand ce n'est pas droit, des choses comme ça. J'ai appris à me soigner. Je souris parce que j'ai l'impression que tu me décris. Ah, donc, ça veut dire que peut-être que ça cache des choses qu'on n'a pas dit. Et donc, des fois, quand on choisit un conjoint, le conjoint va subir sans comprendre. Parce qu'en vérité, nous-mêmes, on ne se connaît pas. Donc, on se marie à quelqu'un qui ne nous connaît pas et qui ne se connaît pas aussi. Et c'est dans le mariage en général, puisque c'est un endroit où on est censé exposer nos vulnérabilités. On ne supporte pas que la personne nous voit
tel qu'on est et tel que nous-mêmes, on n'a pas accepté. Donc, quand je dis la charge mentale d'être courageux, c'est la charge mentale de s'accepter tel qu'on est. Mais c'est dur de s'accepter tel qu'on est parce que c'est dur d'avouer, d'admettre à soi-même déjà que on est, par exemple, notre vie sexuelle sera impactée par le fait qu'on a été violé et qu'on a développé un attrait pour la violence, par exemple. Mais c'est dur, si tu n'admets pas, tu vas quand même le faire. Quand tu dis qu'on développe un attrait pour la violence quand on a été violé, ou quand comment on ça a se été fait? fessé, par exemple. Ah oui. Beaucoup, oui. Parce que l'enfant fait de la sexualisation, mais c'est inconscient, hein, vers 6-7 ans. C'est le moment où on nous punit le plus. Donc, si par exemple l'enfant a eu un parent abusif qui l'humiliait en permanence, il va développer un masque de masochiste. Ok. Donc, en fait, il va devenir masochiste. Donc, il va aimer l'humiliation. Et c'est ça qui va lui plaire. Ça peut aller justement jusqu'à la sexualité où la personne va développer des traits de masochiste. Wow. Il y a beaucoup de choses dans la santé mentale. Quand on rentre dedans, mais on découvre tellement de choses. Comment arrive le processus par lequel quelque chose qui me fait mal, que je n'aime pas, je finis par l'aimer. Je finis par l'aimer inconsciemment ou c'est la zone de confort. Une zone de confort n'est pas toujours confortable. Une zone de confort, c'est quelque chose à laquelle on nous a habitués. Oui. Si tu es né d'un père violent qui frappait ta mère devant toi, ce sera plus facile pour toi de gifler une femme que quelqu'un qui n'a jamais vu son père faire ça, ni son entourage. Si tu grandis dans un environnement d'alcoolique, tu vois toujours les gens lever le coude, tu vas avoir moins de difficultés à tomber sur quelqu'un qui boit. Ça ne va pas te gêner. Tu ne vas pas te rendre compte, mais tu vas enchaîner des relations avec des alcooliques. Ça s'appelle la codépendance. Donc, en fait, quand on ne se rend pas compte, tout ce qu'on pose comme acte a des conséquences. Plus ou moins longues, mais a des conséquences de toute façon. Donc, quand je dis que c'est lourd d'être courageux, c'est que c'est lourd de faire face à soi-même et puis de se déshabiller et puis de s'aimer comme ça avant de commencer à guérir. On ne peut guérir que lorsque, 1, on s'accepte tel qu'on est, 2, on s'aime tel qu'on est, et 3, on accepte que les blessures qu'on a subies, là, on est en capacité de les faire vivre aux gens. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Quelqu'un a dit que lorsqu'on est laid et qu'on reconnaît qu'on est laid, on devient beau. On devient beau. Puisqu'on finit par s'accepter tel qu'on est. Moi, je n'aimais pas mes seins, mais aujourd'hui, je passe des heures à regarder mes seins. Je dis, mais tu as de beaux seins. Je me couche comme ça, je fais ça. Je dis, eh bien, dis donc, pourtant, c'est quelque chose que je détestais. Ma poitrine, mon ventre, mes jambes, enfin, rien ne me plaisait. Mais finalement, c'est... S'il y a un truc... voilà, la première fois, on a discuté où je suis tombé sur ton profil, la façon dont tu parles de toi sur tes réseaux sociaux. Tu as cette capacité-là à, je ne sais pas comment dire, à tellement t'assumer. À me sublimer. Et c'est bien, en fait. Parce qu'en vrai... ça finit par impacter d'autres femmes. Ça finit beaucoup, ça. J'impacte plus de femmes parce que des fois, elles en ont honte. Donc, elles préfèrent écrire en inbox. Mais oui, j'assume. Et le fait que je m'assume, je disais à quelqu'un, si tu assumes ton genre, tu vas devenir le genre de ton genre. Mais il faut déjà accepter qui tu es. J'ai rarement date des personnes dont j'étais le genre. C'est très rare. Quelqu'un qui va dire, ah, vraiment, moi, je t'aime parce que tu es grosse, bien tu as poutou, c'est faux. Moi, je suis toujours sortie avec des personnes qui disaient aimer des femmes minces. Et pourquoi? Ils m'ont toujours dit qu'ils ne m'ont jamais vue comme grosse. Peut-être que dans leur tête, en fait, grosse pour eux, ça veut dire vilaine. Mais je me trouve tellement belle et je suis tellement sûre de moi que forcément, le monsieur, il va être impacté, en fait, en réalité. Et j'ai dit à quelqu'un, les hommes n'ont pas de genre. Ah oui? Non. Les hommes ont un seul genre, c'est une femme qui est sûre d'elle. Ah, moi, je ne savais pas. C'est quand ils n'en ont pas. D'ailleurs, quand on leur pose la question, ils disent tous la même chose. J'aime tel modèle de femme. Mais quand on va plus loin, c'est en général ce qu'il a vu autour de lui prospérer. C'est ce qu'il a vu comme exemple dans la maison de ses parents. Donc forcément, c'est l'environnement qui nous conditionne. Aujourd'hui, toi, tu as une aisance limite déconcertante pour moi. Surtout quand on est homme, il y a des choses qu'on tait énormément. Oui. Pour les femmes, on a une chance. Quand je parle aux femmes, je leur dis toujours, ayez compassion de vos compagnons. Parce que nous, en tant que femmes, on a quand même un endroit où on peut parler. On a des copines,
on a des sœurs. Et puis, les femmes ont la capacité, certes, de se méfier au début. Ce que les hommes ne font pas, c'est très étrange. Les hommes, dès le début, c'est bro, ils se tapent dans les mains, mais ils ne se diront pas les choses. Les femmes, elles vont se méfier, elles vont prendre du temps, elles vont choisir les personnes avec qui elles sont vulnérables et puis elles vont y aller. Vraiment. D'ailleurs, les plus grandes trahisons de femmes, c'est tu as raconté mes secrets, etc. Parce qu'on se dit les secrets quand on est en confiance. Un homme, même quand il est en confiance de son gars, son type, machin, il va très rarement baisser la garde et très rarement exposer sa vulnérabilité. Pourquoi? Parce qu'on lui a toujours dit qu'être vulnérable, c'est être faible. En effet. Qu'un garçon ne pleure pas, qu'un garçon ne dit pas des choses, qu'un garçon ne partage pas ses souffrances, qu'un garçon ne partage pas sa galère. Et même qu'un garçon est censé galérer dans la relation. Une sorte d'apologie de la souffrance. Voilà, même quand il drague, il doit souffrir. Parce que s'il ne souffre pas, c'est pas intéressant. Mais c'est un chasseur. C'est les femmes qui disent ça, non? Mais justement, c'est le système qui est malade. Les femmes disent ça parce qu'on les a élevées dans le même système que les hommes, où on érige les hommes en chasseurs et les femmes en proie. Donc, quand on rencontre une femme comme moi, qui est chasseresse, ça va être problématique. Parce que moi, je ne suis pas intéressée par quelqu'un qui me chasse. Donc, en fait... Toi, tu veux chasser? Oui, moi, je veux chasser. Ça m'intéresse de chasser, ça me plaît de chasser. Qu'est-ce qui te plaît? En vérité, c'est le fait de... Moi-même, c'est draguer même qui me plaît. C'est draguer, c'est parce que je trouve que les hommes ne sont pas assez couvés d'attention. Je trouve ça dommage. Et je trouve qu'on ne les valorise pas assez. Qu'en réalité, si tu veux vraiment toucher et atteindre un homme, il faut le valoriser. Même s'il fait semblant de ne pas aimer au début. Ça fait gnom 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 dans son cœur là-bas. Tu gagnes du terrain plus rapidement. Et du coup, les hommes, je trouve qu'ils souffrent beaucoup parce qu'ils doivent se taire sur quasiment tout. Et on leur dit même pire. La personne que tu choisis, avec laquelle tu es censé passer ta vie, cette personne-là, il ne faut rien lui dire. Ça n'a pas de sens. Comment est-ce que dans la maison dans laquelle on vit, on peut porter une armure en permanence? Même le roi se repose. Même le guerrier se repose. Ça va créer d'autres problèmes. C'est que justement, on va estimer qu'on est toujours en guerre dans la maison, on est censé se reposer, et qu'on va trouver la paix ailleurs, avec quelqu'un d'autre. En fait, ce que tu dis m'interpelle personnellement parce que j'ai un souvenir déçu. Il fut une époque, j'étais en couple, on vivait ensemble avec ma compagne. Et professionnellement, c'était un peu chaud. J'avais des challenges professionnels qui étaient vraiment un truc là sur moi. Elle m'a même surpris un jour où je pleurais vraiment, en fait. Je ne savais pas qu'elle était rentrée, tu vois, je pleurais. Et là, tu t'es senti humilié? Je me suis senti humilié. Et à partir de ce moment-là, je ne rentrais plus, je traînais en ville, je faisais tout pour qu'on ait le moins d'interactions possible. Et ça m'a emmené, avec du recul, ça m'a emmené à faire plein de choses qui, à la base... étaient basées sur la honte et la culpabilité. Alors, il y a un livre très, très intéressant. Comme je dis, travailler dans la santé mentale nous permet de développer tellement de belles choses. Je lis beaucoup. Et le livre qui conviendra à la plupart des hommes d'ailleurs, c'est un très beau livre qui a été écrit par Brené Brown, qui s'appelle « Le pouvoir de la vulnérabilité ». Quand les hommes voient le titre même, ils disent puis quand ça là, c'est un pouvoir. C'est déjà compliqué d'admettre être vulnérable. En fait, c'est une dame qui a fait des études sur... Elle faisait des études sur la honte, en fait, et puis elle faisait des études dessus. Elle est tombée sur, justement, la vulnérabilité. Tout en faisant des recherches sur la honte, elle s'est rendue compte qu'on croit que la honte, c'est une émotion, par exemple. C'est pas vrai. La honte, c'est pas une émotion. La culpabilité non plus. C'est un mélange de sentiments et d'émotions. Et en fait, ça nous fait faire des choses parce que l'émotion, c'est très court dans la durée. On est très en colère, on se calme. Et puis, il y a le sentiment qui se prolonge un peu plus longtemps. Et le mélange des deux, c'est horrible parce que justement, l'émotion, ça va être l'humiliation dès qu'elle tombe sur nous. Et ensuite, le sentiment qui va sortir de là, c'est le fait qu'on n'est plus à l'aise avec la personne. Elle a vu quelque chose qu'elle ne devait pas voir. Et ça peut briser le couple. Parce qu'on finit par lui en vouloir de nous avoir vus dans cette posture. Et elle aussi, comme elle ne sait pas comment réagir, elle n'est pas préparée à accueillir la vulnérabilité de son conjoint. Elle va soit en rire, soit se vexer, soit se fâcher, parce qu'elle va dire « Ah, il ne me dit pas ceci, cela ».
mais c'est tout le système. Ouais. On nous a tous élevés comme ça. Donc, quand tu as des gens comme moi Ouais. qui vont chercher la vulnérabilité de leur conjoint et qui vont leur dire « You are worth it ». Tu mérites qu'on écoute, etc. Même la personne la plus fermée va finir par s'ouvrir. Ça peut mettre du temps et ça peut être très douloureux parce que la réaction à la honte, en général, c'est la colère et la violence verbale, peut-être physique, mais ça, en premier lieu, ce n'est pas le cas. Mais quand on nous surprend dans une position de vulnérabilité, on est tout le temps en colère. On est en colère que la personne ait vu ça. J'ai déjà entendu quelqu'un dire à une amie, je ne peux pas supporter l'idée que ma femme m'aide. Je ne supporte pas l'idée. Je n'arrive même pas à concevoir l'idée. J'ai demandé à la personne, tu lis la Bible? Oui. Tu es chrétien? Oui. Genèse 1. Il ne faut pas aller loin, ce n'est pas 2 chapitres. Il dit? C'est simplement écrit qu'il va créer une aide semblable à toi. Oui, mais quand on le prend comme ça, en fait, en tant qu'homme, on a envie d'être aidé, hein? On a besoin d'être aidé. Oui. On en a même besoin. Oui. C'est fondamental. Oui. Je ne pense pas qu'il y ait un homme en vrai qui se dise, voilà, pas héroïsme, je veux être... C'est même de l'ego, ça. Tu vois? Mais en dehors de l'ego, quand il se retrouve sur lui-même, oui. il sait. Mais en vrai, tu as dit que c'est le système qui a mal géré, en fait. Oui. En fait, la femme, si elle-même, elle a été éduquée dans un système qui lui fait croire qu'elle ne doit pas le faire, que l'homme capable, l'homme qu'elle mérite, c'est un homme qui fait tout. Qui fait absolument tout. Qui n'est pas vulnérable. Qui lui donne sans arrêt. Elle ne donne rien. Enfin, si, pour elle, elle donne son corps. Oui. Et puis, à la limite, elle est à la maison, elle éduque les enfants. Mais ça aussi, c'est à part. Oui. C'est-à-dire que la charge de la femme, la charge de l'homme ne sont pas les mêmes. Oui. Et puis, ça peut s'interchanger, mais on est dans un système où c'est un peu bloqué. Oui. Mais là encore, on ne va pas y aller dans ce sens-là. On va rester dans... Les charges sont différentes, mais c'est un peu comme quand on dit... Tu reproches aux gens des péchés juste parce que les tiens sont différents des leurs. C'est ça. Donc, en fait, la charge mentale de chacun est différente, mais on va reprocher à l'autre de ne pas en avoir assez et puis nous d'en avoir trop. Donc, ça va être que l'homme n'est pas compris, n'est pas accompagné, n'est pas aidé. Il va aller chercher cette aide-là chez une autre femme, mais dehors. Là-bas, il va totalement s'abandonner. Résultat, on a des maîtresses hyper puissantes en face de femmes désemparées parce qu'à la base, en fait, le rôle n'est pas respecté. Mais par aucun des deux. C'est pour ça que lui, quand il trouve une personne qui est externe, en fait, c'est juste l'idée que la personne soit externe là, qui les rend à l'aise, avec l'idée que la personne ne le voit pas tel qu'il est à la maison et vice-versa. Les deux personnalités sont très à l'aise parce que là-bas, il peut être faible et à la maison, il est fort. Pourquoi? Parce qu'il se recharge ailleurs. Ceux qui ne se rechargent pas d'une façon ou d'une autre, dedans ou dehors, ils vont exploser. Donc, les personnes qui sont très colériques, qui sont très nerveuses, qui sont tout le temps sur le pied de guerre, qui sont tout le temps sur la défensive, sont des personnes qui n'ont pas été désamorcées ou rechargées émotionnellement. Comment on se désamorce? Se désamorcer, c'est déjà trouver quelqu'un à qui on fait confiance. Le problème des hommes, c'est qu'ils tombent toujours amoureux des gens qui font ça, même quand c'est professionnel. Mais ça passe assez vite. Seulement, il faut trouver le moyen d'assumer sa charge, en fait, de l'assumer et puis de dire « ça, je ne peux pas ». La charge est courageuse, là, c'est lourd, hein, parce qu'il faut, il faut dire non. Alors qu'on nous a toujours appris à dire oui, parce que quelqu'un est plus âgé, parce que c'est notre papa, parce que c'est notre femme, parce que ce sont les enfants. Je donne un exemple vraiment tout bête, mais qui concerne vraiment les hommes. Ma femme veut voyager chaque année. Elle veut aller en vacances chaque année. Moi, je dois donc me débrouiller pour que, en dehors de toutes les charges que je gère, j'arrive à mettre 1 à 2 millions de côté juste pour qu'elle aille se promener pour revenir. Ça, c'est la vision de l'homme. La femme, c'est je gère cette maison toute l'année. Ces enfants-là, je les supporte toute l'année. Lui, il n'est jamais là. Il vient une fois en passant, ou bien quand on est séparés, ou bien alors, ce qu'il fait, c'est qu'il va rentrer le soir, il va dormir, il se lève le matin, il s'en va. Moi, je veux juste respirer pendant un moment. Mais voilà le même problème, en fait, qui est vu de 2 angles totalement différents et opposés. Donc, en fait, ils sont déjà sur le pied de guerre. Quand elle va dire « je veux partir en congé », je veux partir. Toi, tu fais quoi même, puis tu vas partir en congé? C'est quoi tu fais dans la maison? Et puis ça débouche sur des conflits parce qu'on blesse l'autre. On ne respecte pas le ressenti de l'autre.
Et ça, là, c'est un big deal, en fait. J'écoute des couples, hein. J'écoute des couples et je les entends, ils disent la même chose, mais ils ne parlent pas la même langue. J'ai le sentiment que, et j'ai même vu une vidéo hier seulement, quelqu'un disait, quand vous dites à quelqu'un qui est énervé, arrête de Calme-toi. t'énerver. Arrête de C'est la t'énerver. pire chose. C'est pas pour si peu que tu vas t'énerver. Oui. En fait, moi, Ouais, là, c'est tu vois, ouais. ça un ne fait non-respect du ressenti. ça ne fait qu'envenimer, en fait. Oui. Donc, moi, c'est ce que. Et je fais cet exercice-là sur moi-même. Quand quelqu'un me pose un problème, me dit, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, même si je suis convaincu que j'ai raison, la première chose que je fais, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Et moi, j'estime que ça, quand tu dis ça à quelqu'un, peu importe comment la personne elle est frustrée, Elle doit descendre. elle doit descendre un peu. Non. Mais pourquoi Alors, comment tu le dis? Est-ce que tu sais qu'il y a différents langages de l'amour? Ok. Il y a différents langages du pardon. Ouais, ok, Donc, comme pour l'amour, oui. Voilà, c'est le même auteur qui a écrit. Il a même fait une vidéo dessus. Ah, Je d'accord. t'enverrai un lien. D'accord. Il y a différentes manières de s'excuser. Il y a des gens à qui on dit pardon et ça suffit. Il y a des gens à qui on dit pardon, j'ai mal fait telle chose. Donc, en fait, on dit pardon et on explique j'ai mal fait telle chose. À l'avenir, donc, il faut rajouter, en fait, qu'on veut se corriger. Ça, c'est un autre langage. Ok. Il y a des gens qui vont regarder ce que tu vas faire. Peu importe ce que tu vas dire, il veut voir si, dans ton comportement, Il y a eu un changement. le changement, le déclic s'est fait. Il y a tellement de façons d'aimer, tellement de façons de pardonner et de demander pardon. Le truc, c'est que, comme je dis, on se rend compte, mais on ne parle pas la même langue. Oui. On est persuadé de se plaire, on tombe amoureux, tout ça. Mais après, dans la faisabilité, on ne se connaît pas. Moi, quand les couples viennent me voir, je fais beaucoup de tests. De tests de personnalité, de tempérament, de langage de l'amour, de langage du pardon et des blessures intérieures. Parce qu'une fois qu'on sait qu'on est, par exemple, tombé sur un homme qui a des blessures d'injustice, parce que il est l'enfant du milieu, en général, il a toujours des blessures d'injustice. Hein. C'est jamais juste. Et puis, on s'occupe jamais assez de lui. On voit toujours soit le plus grand, soit le plus petit. Lui, il n'existe pas. Donc, il va grandir avec ça. Et puis, en permanence, il va essayer d'expliquer à quel point ce n'est pas juste ce qui lui arrive. Et il voit tout injuste dans la vie, Oui, pratiquement. les gens ne sont jamais justes avec lui. Justement, on ne respecte jamais son ressenti, on ne respecte pas son caractère, on lui demandera toujours de changer, etc. Mais si moi, je sais que je suis avec un homme comme ça, je choisirai mes mots pour lui parler. De la même manière, il y a cinq blessures. Hein. Il y a l'humiliation, il y a la trahison, il y a le rejet, l'humiliation, j'ai oublié la cinquième. Mais dans tous les cas, la blessure est importante parce que jusqu'à la description physique, moi, je reconnais les blessures des gens en les voyant marcher même. Oui. Donc, je ne vais plus marcher devant toi, là. Même en étant assis, la posture, la façon de s'asseoir, oui. On arrive à voir. C'est quoi mes blessures? Bon. Est-ce que je dirais... bon, on fait ça dans le podcast. Allons-y, vu que c'est mon montage. C'est vrai, au montage, on peut couper le tricheur. Alors, là, est-ce que toi, tu dis que tu t'es très rapidement rendu compte? À quel moment tu t'es dit, ouais, là, il faut que ça change, il faut que ça stoppe? Je ne sais pas si je vais dire que ça, c'est la pire des manières. Oui. Parce que quand on est radical, oui. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on va le faire pendant un moment et puis quand on va retomber dans les travers, on va s'en vouloir d'être retombé dedans et puis on va se mettre soit à cacher. Ça, c'est quand on est, par exemple, très visible sur les réseaux. Donc, on va se surprendre à mentir, à dire qu'on va bien, alors que non. Je prends un exemple simple. J'ai décidé de perdre du poids. J'ai perdu du poids. Mais quand pendant un moment, j'arrête le régime alimentaire, je reprends du poids. Donc, soit je vais tricher en prenant des photos biaisées, soit je vais continuer de dire que je pèse le même poids. Parce que je me dis il y a une charge derrière. Hein. J'ai des gens qui m'ont suivi pour ça. Si j'admets, si j'avoue que j'ai changé, que j'ai chuté, que ça ne va plus, pareil dans les mariages, hein, on a fini d'exposer qu'on était bien mariés, qu'on avait fait le bon parcours, qu'on a fait tout ce qu'il fallait, qu'on est resté chaste, qu'on a fait ceci. Puis quand le mariage périclite, qui va venir dire « Ah, on s'est trompé. » Mais tu t'es trompé comment? Parce que tu nous as dit que c'était le bon chemin. Et puis voilà que tu t'es trompé. Donc tout ça,
l'un mis dans l'autre, peut faire que les gens vont se mettre à mentir, à s'enfermer dans le mensonge, et puis à chaque fois à dire, je n'arrive pas à dire, je vais dire comment, ils vont m'abandonner, etc. Donc tout ça, c'est le reflet des blessures passées. Ouais. Je ne veux pas être abandonné par cette communauté que j'ai bâtie, d'accord, mais à la sueur de quoi? Du mensonge ou bien de la vérité? Donc aujourd'hui, moi, ma communauté est bâtie de personnes qui sont comme moi, authentiques. C'est quand ça ne va pas, je dis, ah, j'ai grossi, hein. Ah, j'ai pris du poids, hein. Ah, l'amour me fait grossir. Parce que vraiment, 2 jours là, je mangeais, L'amour etc. est doux. L'amour est doux, oh. Ah, tu es là, 22 heures, vous êtes assis. Non, bébé, viens, on va manger ensemble, etc. Mais je sais que quand je vais à cet endroit-là, je sais pourquoi j'y vais. Et puis, je n'ai pas de mal à dire, j'y suis. Je suis de là à là. Les courageux, c'est au début que ça fait mal d'être courageux. Après, on prend le pli. Et puis, en fait, c'est les gens qui n'arrivent pas à s'adapter à notre courage qui nous quittent. Sinon, c'est plutôt... J'ai failli dire c'est plutôt simple d'être courageux, mais pas tant que ça. Parce que, par exemple, j'ai des points de vue très arrêtés sur certaines choses. D'autres personnes qui sont proches de moi, pareil, elles ont leur point de vue. Mais on va respecter les points de vue l'un de l'autre. Parce qu'au milieu du courage, de la franchise, il y a la bienveillance qui ne doit jamais manquer. On est différents. Et on doit accepter que les gens pensent différemment. Quand tu connais les schémas de pensée, en fait, ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi quelqu'un pense de telle manière. Et donc, ce n'est pas compliqué de te dire, je comprends pourquoi. Même si je ne suis pas d'accord. Même si je ne suis pas d'accord. Et finalement, si la personne me suit, c'est qu'il y a quelque chose chez moi, dans cette différence-là, qui l'attire. Prions juste pour que l'attirance fasse en sorte que la personne essaye ce que moi j'ai essayé pour changer. C'est tout. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui empêche les gens de commencer le travail sur soi? Je pense qu'au fond de nous, on sait que quelque chose ne va pas. Oui. Mais on refuse de l'admettre. Oui, c'est le déni. Donc, est-ce que ça toi... fait peur, c'est la peur. Ouais. C'est la peur. La zone de confort, quelqu'un avait posté hier, les femmes battues, pourquoi elles restent, etc. J'ai expliqué à la personne ce que je t'ai dit tout à l'heure. La zone de confort, ce n'est pas forcément confortable. Mais c'est ce à quoi on est habitué depuis tellement longtemps qu'on ne sait même pas qu'il y a une autre norme qui existe. Donc, quand ta norme, c'est la violence, le jour où tu rencontres même une relation qui est géniale, où tout va bien, où on te traite bien, tu fuis la relation. Tu n'es pas habitué. Le jour où, puisque tu es habitué à courir après des femmes et à souffrir après des femmes, le jour où tu as une femme qui est gentille, disponible, qui est bonne au lit, beaucoup d'hommes vont se reconnaître dans ça. Qui cuisine bien, elle est intelligente, elle a un savoir justement, pas absolu, mais vraiment proche de la perfection, etc. Celle que tu as tellement fantasmée, tu vas faire 2 choses. Soit tu vas fuir, soit tu vas la détruire. Parce qu'il faut qu'elle corresponde à ce « j'avais raison à propos des femmes ». Elle ne correspond pas à ça. Donc, si tu la prends, elle va te déstabiliser à plusieurs niveaux. Parce qu'elle est vraiment ce que j'appelle, moi, ton Ézer, ton aide de destinée, ton aide secourable. Elle est vraiment la personne qui change ta vie, ta façon de percevoir la vie, ta façon de traiter les autres et ta façon de te traiter toi-même. Cette femme-là, tu vas soit la fuir. Il y a 3 solutions. Soit tu vas la fuir, soit tu vas l'assumer, soit tu vas la prendre et puis tu vas la détruire. Ouais. Parce que dans ta définition de l'homme, on ne doit jamais voir que ta femme est plus forte que toi. Et on se demande comment Barack Obama a réussi. Il a toujours assumé Michelle. Tous les hommes qui ont réussi ont toujours assumé leur femme. Toujours. Tous. C'est de la valorisation. On ne peut pas aimer quelqu'un sans le valoriser. On ne peut pas aimer quelqu'un puis le cacher comme un secret. Ce n'est pas possible. Même les formations connaissent leur secret. C'est pour toi là, tu caches. Ce n'est pas possible. Et elle-même, en la cachant, est-ce que tu lui demandes si elle se sent à l'aise en étant cachée? Moi, je valorise mon conjoint, même si on ne le connaît pas. Je le valorise. Et si demain, il arrive que Dieu nous sépare, si j'ai un autre conjoint, je vais le valoriser encore. Et ce n'est pas parce que cet homme-là est exceptionnel. C'est parce que tous les hommes sont exceptionnels. C'est tout. Donc, je ne vois pas pourquoi. J'ai été mariée 2 fois. Ils ont leurs défauts, certes, mais à des moments et pour des raisons précises. En tout cas, ils ont des qualités. Ce n'est pas possible que quelqu'un vive sur la terre là, en n'ayant aucune qualité. Tu mets en avant la qualité de la personne, ça l'encourage à faire mieux. Quand les enfants sont petits, qu'est-ce qu'on leur dit?
On leur dit, oh, bravo, tu as fait 1 pas. Bravo, oh, 2 pas. Tu es tombé, c'est pas grave. Mais quand les gens sont adultes, on les blâme pour ce qu'ils ne font pas. Tu as 18 suivants, on te dit pourquoi tu n'as pas eu les 2 points en plus. On ne te dit pas, bravo, tu as eu 18. Mon fils a eu 28 sur 30. Et même quand on dit bravo, il y a toujours un mais. Alors, on apprend chez nous, avec le docteur Khan. J'ai dit toujours chez nous parce que moi, mes amis sont mon chez moi. Avec docteur Khan, on dit toujours aux femmes qui viennent nous voir, quand on commence les exercices, on fait un exercice où il n'y a pas de mais. Tu parles sans dire aucun mot de négation. Il n'y a pas mais, il n'y a pas cependant, il n'y a pas néanmoins, il n'y a pas nonobstant. Il n'y a pas, en tout cas, parce qu'elles vont tricher. Je n'en dis pas, cependant, il n'y a pas ça. En fait, juste faire le compliment sec. C'est tout. Tu es beau ce matin. Et puis dire, par exemple, à un homme, tu veux lui dire que sa chemise verte ne lui va pas, que la orange lui va mieux. Ne lui dis pas, ta chemise là est vilaine. Hein? Ah, c'est quoi ça? Ah, Gaspard, ce matin-là, hein? Ça peut avoir l'air de rien, mais vous vivez toute votre vie ensemble. Hein? Donc, cette phrase-là, tu vas prendre le pli, tu vas continuer de la répéter. Tant qu'à faire, apprends des phrases qui sont bienveillantes. Ah, chérie, le vert, ça te va bien. Le orange, ça te va mieux. Il n'y a pas mais. Demain, moi-même, je vais placer la chemise orange. Je sais comment mon mari prend ses chemises. Je vais placer la chemise orange à l'endroit où il prend la chemise blanche. Le geste bienveillant n'était-il pas meilleur que le fait de lui faire des reproches et souvent devant les gens? Mais ce process-là ne dénature-t-il pas qui on est? C'est-à-dire que avant d'ouvrir la bouche, à chaque fois, je dois analyser, ah, il réagit comme ça, ah, ceci. Je dois trouver les mots. En général, ça dure seulement un moment. Okay. C'est le moment de l'analyse, le moment où on se découvre. C'est pour ça que dans les relations, c'est important de se découvrir avant même de sauter, par exemple, le pas de la sexualité. Parce que des fois, c'est très mal fait même, la sexualité. On veut couvrir ça avec de la passion, etc. Mais des fois, c'est juste très mal fait parce qu'on n'a même pas eu le temps d'avoir cette discussion sur notre sexualité pour connaître les goûts, les tendances, même les déviances. Faut au moins connaître. Si tu connais, c'est plus facile. Or, tu veux faire plaisir à la personne. Mais comment toi, tu peux faire plaisir à quelqu'un que tu ne connais pas à propos de choses que tu ne sais pas? Donc, non, il faut prendre le temps d'analyser la personne. Il y a une injonction aussi sur ça en disant à l'homme que tu es un homme, tu devrais pouvoir savoir. C'est tellement pas vrai. Tu vois? C'est tellement pas vrai. On donne ce rôle justement de super-héros de tout, finalement. Il doit savoir compter l'argent, taper freaking. Il doit être beau, grand, intelligent, charismatique, toujours bien coiffé. Et puis en même temps, ça doit être Christian Grey. Dans le même temps, je parle d'hommes, les hommes aussi le font pour les femmes. Hein. C'est, voilà, l'injonction vient de part et d'autre. Je disais que le système était malade. Ouais. Finalement, on n'accepte pas les gens tels qu'ils sont. Oui. On préfère les fabriquer dans un imaginaire. Et puis quand ils arrivent, on les prend un peu comme si on les prenait par pitié ou par compassion. Et puis ensuite, on va les casser. On se prend pour Dieu, finalement. Parce qu'on dit qu'on est l'argile dans la main du potier. Ouais. Non, nous voici en train de jouer les apprentis potiers du quartier sur les enfants des gens. Non. Et justement, ça va augmenter la charge de chacun. Ouais. Parce que vous venez en force. Vous voulez changer. Non, il n'est pas comme ça. Ça ne me plaît pas. Mais si ça ne te plaît pas, ne le prends pas. Si ça te plaît pas. On est 7 milliards sur Terre. Il y a forcément quelqu'un qui va te... Le problème, c'est que toi-même, tu ne te connais pas, tu ne t'assumes pas, tu ne t'aimes pas. Tu reproduis et donc tu transfères ça à quelqu'un. Donc, c'est un miroir. Ouais. Et tu veux que la personne soit ce que tu n'es pas. Tu veux que la personne te donne ce que tu ne te donnes pas. Ce n'est pas possible. Comment toi-même tu mesures l'amour? Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Et tu veux que quelqu'un t'aime à se jeter de la tour Eiffel. Toi, tu peux te jeter. Même pour toi-même, tu ne peux pas. Tu vois, c'est lourd, mais c'est un travail quand même intense. Savoir, comme tu disais, savoir qu'on sait, c'est le savoir absolu. Et le process, à partir de ce moment-là, c'est d'abord de s'accepter. C'est d'abord ça. Nous, on a une série de livres qu'on aime proposer aux gens. C'est d'abord le petit éloge de la responsabilité. Ce livre-là te remet en place. Il va arrêter net tes tendances à la victimisation, à la procrastination, au non-passage à l'action, et puis à toujours utiliser des faux prétextes pour ne pas démarrer. On a le pouvoir de la vulnérabilité, qui est justement le livre qui te met à nu. Parce que, bon, moi, je l'ai lu
tranquille. Parce que justement, le mettre à nu, là, plusieurs fois même, je me suis mise à nu. Et plusieurs fois, on m'a mise à nu sans que ça ne change grand-chose. Donc, du coup, je suis totalement vulnérable, ouverte. Mon coach me disait qu'il trouvait même que des fois, je fais des excès de vulnérabilité. Et je lui ai répondu un jour que non. Il y a des gens qui ont besoin des fois de cet excès-là pour sortir de leur zone de confort. Je ne fais pas ça inconsciemment, hein. Je le fais sciemment. Quand je viens parler de mon inconfort, de mon SOPK, quand je finis de m'épiler la barbe et puis que je viens déposer mon mouchoir avec mes poils là, c'est pour décomplexer celles qui se cachent, qui vont se raser, qui vont aller s'épiler, qui vont se faire du mal, qui vont après mettre des produits éclaircissants et tout pour enlever leur truc de barbe. Tel que tu me vois belle comme je suis là, j'ai ça. Ouais. Dans le pouvoir de la vulnérabilité, on apprend à assumer, à être nous. On appelle, et puis dedans, il y a un truc très drôle qui s'appelle l'entraînement du guerrier ninja. Ça consiste Oui, en on quoi? apprend à devenir ninja des émotions. En fait, tu les connais, tu les assumes, tu les accueilles, tu les acceptes. Quand tu es en colère, tu as le droit. C'est vrai que depuis que tu es petit, on t'a dit, tu n'as pas le droit d'être en colère. On a tout tué chez les enfants. Tu es en colère, même pleurer, on te frappe. Pourtant, tu es en colère, tu ne dois pas taper quelqu'un. Tu es assis dans ton coin, tu es en train de pleurer, on vient te taper, on te dit pourquoi tu pleures. Tu es triste, tu n'as pas le droit de pleurer. Tu es content. Quand tu manifestes trop, on dit que même le trop plein de joie, là, ça peut attirer le mauvais œil. Finalement, c'est rempli. Les enfants des gens sont brisés, remplis de superstitions, d'ego mal placés, d'injonctions, de punitions. Mais l'enfant qui ne peut pas s'exprimer, là. Moi, je rencontre des adultes qui ont 50 ans, qui ont des attitudes, des comportements et des crises d'enfants de 10 ans. Je regarde papa des gens en train de criser, des jalousies qu'ils ne peuvent pas contenir, des colères qu'ils ne peuvent pas contenir, des gens qui disent qu'on ne doit pas toucher leur partenaire, même pour la saluer. C'est des problèmes d'un enfant qui n'a pas été résolu. Ça n'a pas été résolu. Et du coup, en insécurité émotionnelle totale. Vas-y, le gars peut avoir des milliards, ça ne change rien. L'argent, ça ne répare pas les gens. C'est comme l'alcool, c'est comme la drogue, ça ne fait que révéler ce qu'on est vraiment. En fait, ça ne te change pas. Bon, la drogue, c'est vrai que des fois, ça peut te donner des délires paranoïaques, mais en principe, ça te désinhibe, en fait. Donc, des gens qui, par exemple, se retrouvent à faire des choses uniquement quand ils boivent pour pouvoir avoir accès à leur courage. Le courage est disponible, hein. Yeux clairs. Quand on a fait cet état de lieu-là, et surtout que quand on est adulte aujourd'hui, on s'adresse à des gens qui sont adultes, qui ont des enfants. Quand on a subi ça et qu'on n'a pas encore fait le travail sur soi-même, comment est-ce qu'on fait pour ces enfants? On le reproduit. Et qu'est-ce qu'on fait pour ne pas le reproduire? Alors, ce que je fais pour réveiller la plupart de mes clients, je leur dis, est-ce que vous êtes sûr que vous aimez vos enfants? Ils me disent oui, évidemment. Ils vont dire, oui, moi j'aime mes enfants, j'aime mes enfants. Quand je demande c'est quoi l'amour, ils n'arrivent pas à définir. Certains vont me dire, oui, c'est protéger, c'est s'assurer qu'on a tout, c'est s'assurer que l'argent ne manque pas, que la nourriture ne manque pas, etc. C'est pas ça l'amour. Mais tu disais qu'il y a différents langages de l'amour. Mais non. En fait, ça, c'est ce qu'on nous a dit que c'était. Donc, par exemple, on a dit à un homme que être un homme, dedans là, on a même mis la définition de l'amour, c'est donner à la dame tout ce qu'elle te demande. Mais quand elle te demande des émotions, tu es incapable de donner puisque tu n'as jamais développé ça. Tu remplaces par des cadeaux, de l'argent, etc. C'est vrai que dans les langages de l'amour, il y a les cadeaux, mais les cadeaux qui sont offerts sans le cœur n'ont pas la même valeur. Donc, quand on veut acheter quelqu'un pour avoir la paix, ça n'a jamais la même valeur que quand on achète quelque chose. La personne le ressent. Oui, elle le ressent. Quand on veut acheter sa paix, et puis quand on veut acheter parce qu'on tient à la personne. Je vais aimer une tasse que mon conjoint me ramène d'Afrique du Sud ou de bracelet que mon conjoint me ramène d'Afrique du Sud parce que je sais qu'il s'est arrêté à ce free shop, qu'il a regardé, qu'il a choisi, qu'il a dit ça va aller à Lala. Je m'en fous du prix. Ça peut avoir coûté 10 000, 2 000, 3 000 ou comme quand je venais dimanche, on m'a acheté un hamburger baoulé
avant de monter dans le car. Mais j'étais contente parce que je me suis dit, oh, regarde comment il a arrêté la moto, il stressait la tante là pour que j'aie mon burger avant de partir. C'est l'attention, c'est pas le prix. Donc en réalité, aujourd'hui, les hommes souffrent, les femmes souffrent parce qu'ils ne se comprennent pas. Tout le monde veut être aimé, mais personne ne veut aimer. En vrai, on vient dans les relations pour prendre. On ne vient pas donner parce qu'on n'a rien à donner. Donc, quand on fait des enfants, on leur donne quoi? Du coup, ce n'est pas parce qu'on est parent que ça veut dire qu'on aime bien les enfants. On peut les aimer mal. Je veux dire qu'il y a une différence entre amour et responsabilité. Oui. On peut tout à fait assumer ses responsabilités financières sans que l'enfant se sente aimé. Un enfant ne gère pas l'argent. Un enfant ne porte pas d'habit de marque en allant se vanter devant les gens en disant « Ah oui, mon papa m'a acheté un Ralph Lauren quand il est parti aux États-Unis. » Ça n'a pas de sens. Il salit l'habit là au même niveau que si tu as acheté ça à 300. C'est pas ça le point. C'est moi l'habit que moi j'ai acheté chez Oui, que tu es en train de dire. tu salis mon habit et puis tu trompes sur toi. C'est ton ego qui est blessé quand l'enfant salit l'habit. Parce qu'en réalité, tu reflètes ton ego sur ton enfant. Un enfant n'a jamais eu besoin de poussettes 1200 €. Il faut le soulever. Donc, en fait, c'est ton ego que tu nourris en faisant ça, mais l'enfant ne t'a pas demandé. Ouais. Et il souffre même des fois des manifestations de ton ego. Donc, quand je veux réveiller des clients, je leur demande, est-ce que vous aimez vos enfants? Oui. Si vous ne changez pas la situation, vous êtes en train de répéter le schéma de vos parents et vous allez fabriquer des petits bourreaux pour les garçons et des éternelles victimes pour vos filles. Qu'est-ce qu'on fait pour en sortir? Comment? Alors, je lis un livre qui s'appelle « Conversation avec Dieu » que je recommande, tome 1, tome 2, tome 3. C'est un gars qui a une conversation avec Dieu. Donc, au début, il commence par écrire une lettre très colérique. « Oui, ma vie n'est pas telle qu'elle est. Je suis un mauvais père, je suis un mauvais mari, personne n'est content de moi, etc. » Donc, il se plaint à Dieu. Il lui écrit une lettre. Et puis, il dépose la lettre. Et puis, un jour, il a une inspiration, il a envie de prendre un papier. Il ne sait pas trop ce qu'il va écrire dessus, mais il prend le papier. Et Dieu commence à lui répondre. Donc, en fait, il entend les réponses dans sa tête. Et il a écrit 3 tomes comme ça. Un tome sur les relations personnelles, tout ce qu'on imagine de Dieu qui n'est pas vrai. Comme par exemple que c'est à Dieu de choisir notre conjoint. Inch'Allah time. Dans les ou bien quand quelqu'un rêve là-bas que telle personne est ton conjoint en même temps, c'est ton conjoint, etc. Donc, cette façon de déposer notre part de responsabilité sur Dieu, parce que c'est bien plus facile. Je disais tout à l'heure, c'est tellement plus facile d'être lâche. Parce que assumer le fait que nous devons choisir notre conjoint et vivre les conséquences de notre choix et puis choisir de se séparer ou de rester là et de souffrir, c'est plus facile de mettre ça dans la main de Dieu. Maman, si Dieu veut. Donc, si Dieu veut, il n'a qu'à tuer la personne, quoi. Parce que tu n'oses pas divorcer, donc la personne doit mourir. Tu assumes. Ouais. Et c'est ça le truc, c'est que beaucoup de personnes se cachent derrière bien des choses pour ne pas être courageux et pour se dire, écoute, moi, finalement, tout ce que je veux là, c'est gagner l'argent, dépenser sur mes enfants. Mais tes enfants ne t'ont pas demandé, par exemple, un tel niveau de dépense. Quand je partage mes activités avec mes enfants, bon nombre de personnes sont étonnées. Je suis supposée être une enfant de riche. Je suis supposée être riche. Je prends Baka, je prends Warren, je prends Car, je m'arrête au soleil. Je fais des choses qui ne sont pas liées à mon niveau éducationnel, à mon niveau. Tu rentres chez mes parents, tu te dis, ouh, mais c'est pas la meuf bohème là. Ses parents sont bien assis. Ouais. Mais oui, ce sont mes parents. Et puis, ce n'est pas moi. C'est pas mon expérience. Mes parents ont appris à m'accepter comme j'étais. Hein. Moi, je suis la nana bohème, chic. J'arrive une fois par mois, on me voit. Coucou. Et puis, je disparais. Ils sont habitués à mes absences, à mes présences, à mes allées et venues. Je sais pas si ça les blesse ou pas, en fait. Mais ils ont fini par accepter et je leur en suis reconnaissante. Parce que j'ai beaucoup de mal, par exemple, à gérer le système, tu sais, famille où tout le monde se mêle de tout, etc. C'est pas moi. Autant je suis extravertie dans la vraie vie, autant dans la même vraie vie-là, ma part d'introversion, c'est être à part avec mes enfants. Je sais que ça peut blesser, mais ils ont fini par accepter le fait que je n'accepte pas l'ingérence dans la façon d'éduquer mes enfants. Parce que j'ai subi des choses que je n'ai pas envie de leur répéter. Je dis aux gens, vous n'avez pas besoin de mettre des milliards dans l'éducation de vos enfants. Mais j'habite à Dabou. Mes enfants vont à la piscine municipale. Mes enfants jouent au foot. Ça me coûte 2000 francs par mois.
Donc, en fait, les excuses répétées pour dire que, bon, c'est vrai, ton enfant ne pourra pas faire d'équitation, mais ton enfant ne veut pas faire d'équitation seul. En fait, il veut l'activité là avec toi. Il y a des activités qu'on fait tout seul, en tant qu'enfant. Hein. Moi, j'estime qu'ils ont leur part. Ils doivent grandir de leur côté, avoir leurs propres relations avec leurs propres amis. Puis, il y a des relations qu'on fait en famille. Donc, des activités. Ouais. Il faut travailler beaucoup dessus. Commencer, par exemple, par des petits moments de routine qu'on installe. Si tu n'habites pas avec tes enfants, il faut installer un coup de fil au moment d'aller se coucher. Ou tu prends un livre ici et puis tu leur lis une histoire. C'est la routine du coucher. La routine de brosser les dents. Moi, je raconte des histoires à mes enfants pendant qu'ils se brossent les dents. Donc, on passe du temps dans la douche. Comme quoi, il n'y a pas d'endroit. Hein. Et puis, pendant les 3 minutes, donc pour les faire se brosser pendant 3 minutes, je raconte une histoire pendant 3 minutes. Quand les 3 minutes sont finies, là, c'est demain soir pour la suite de l'histoire. Ils peuvent prendre le livre et puis lire. Au fur et à mesure que mon premier fils grandissait, aujourd'hui, c'est lui qui fait la lecture aux autres. Et il souhaite s'inscrire à des concours de lecture, en fait. Ouais. Donc, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il commence à avoir son propre caractère, son tempérament. Il connaît ses qualités et ses défauts. Et puis, on le laisse évoluer tranquillement. À ce moment-là, je n'essaye pas de faire de mon fils une copie de moi. Pourquoi? Parce que je m'assume, que je vis tous mes rêves et que je n'ai pas besoin de faire un transfert. Je ne suis pas frustrée par ma vie. Ok, donc ça vient souvent du fait que soi-même, on n'a pas... Ton papa n'a pas pu être pilote. C'est sûr, toi, il va venir mettre tous ses espoirs. En même temps, tu n'as pas une bonne vue. Comme mon frère ici. Tu ne vois pas clair. Mbappé. Voilà. Donc, le papa Mbappé, son fils a pu le faire en se disant, j'aime vraiment le foot. Hein. Mais peut-être plus tard, on va être étonné de découvrir que c'était peut-être pas ce qu'il voulait. En général, les éclairs spontanés, comme ça, quand ça vient à l'enfant, il faut l'accompagner dedans. Mais 3 enfants sont différents. Il y en a un qui adore le foot. Il y en a un qui est allergique au foot. C'est-à-dire que lui, quand il voit un ballon même là, il joue à la maison, hein, mais il ne faut pas le stresser avec l'histoire de compétition, mais il est très artistique, comme son père. Et le 3e, lui, il est très musique. Non, mais je vais les accompagner, tous les 3, différemment. Mais je serai là. Et l'idée, ce n'est pas d'être un parent parfait. Les enfants n'ont pas besoin de parents mariés ou parfaits. Ils ont besoin de parents heureux. C'est ce qu'ils vont reproduire. Donc, si ton enfant doit être quelque chose, autant que ce soit toi heureux, plutôt que toi marié. Un enfant n'a aucune idée de ce que c'est même. Est-ce que ce n'est pas plus difficile d'offrir le meilleur à ses enfants si soi-même on ne sait pas réparer? Et la question vraiment, c'est quasiment impossible. Voilà. Est-ce qu'on peut être bon parent en se réparant? Alors oui, on est bon parent en se réparant parce que justement, on a assumé ce qu'on est et puis on a décidé de changer. Le changement est perçu même par l'univers. Ce n'est pas l'enfant qui ne va pas percevoir que son parent change. D'ailleurs, nous, quand vieux comme ça, là, quand on parle de nos parents et de leurs défauts, il aurait pu changer ça seulement. Il aurait pu me montrer même qu'il a envie, mais il n'a pas montré qu'il avait même envie de changer. On dit ce genre de choses concernant nos parents, mais nous-mêmes, en tant que parents, en fait, on ne donne pas la possibilité à notre enfant de nous parler, d'avoir des discussions avec nous. Est-ce que tu discutes avec tes enfants? Est-ce que tu parles avec eux? Est-ce que tu sais, par exemple, ce qu'ils pensent de telle ou telle ou telle chose? Est-ce que mon fils et moi, on a déjà eu des conversations. Tu te rends compte qu'à l'école, on les influence déjà. Un jour, il est venu avec un exercice. Élie et ses frères sont à table, prennent le petit déjeuner. Maman est à la cuisine en train de faire le petit déjeuner. C'était un exercice. Hein. Donc, lui, il a copié, en fait. Il a copié. J'ai pris la feuille et j'ai écrit en bas. La mère d'Élie est féministe. Elle n'est pas dans la cuisine. Point. En fait, c'est Élie, ses frères et leur papa qui font le petit déjeuner et qui l'apportent à maman le samedi matin. Point. Il a pris le papier, il l'a donné à son maître. Lui, il en a pensé quoi? Alors, c'est très drôle parce que quand il écrivait, il disait que quand il écrivait, lui-même, il a dit « Maman n'est pas comme ça ». Et il a 8 ans. Donc, en fait, je lui ai expliqué que la vision que les gens ont, ce n'est pas la vision qu'il est obligé d'avoir. Il faut que lui-même, il se fasse sa propre idée de ce que c'est que l'amour, les amitiés, etc. Et c'est à partir de ces expériences qu'il va découvrir. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours qui a beaucoup marché. Ça m'a étonné. Mon fils m'a demandé, « Maman, est-ce que tu donnerais ton héritage à un seul enfant ?» Il a 8 ans. Hein? Donc, moi, je me dis, c'est quelle question ça?
Je ne lui ai pas demandé c'est quelle question ça. Je lui ai répondu directement. C'est quand tu respectes quelqu'un, et je respecte mon fils, tu réponds à son assertion, tu n'essaies pas de lui faire penser qu'il est trop jeune pour penser ça ou qu'il est trop bête pour penser ça. Je lui ai répondu que non, je ne donnerai pas mon héritage à un seul enfant. C'est une décision personnelle. Je peux donner la gestion des biens à un enfant, mais il faut qu'il sache que ce n'est pas parce qu'il est le plus grand qu'il va être le gestionnaire. Je vais donner à celui qui est le plus responsable et le plus mature des trois, qui sera en capacité de le faire sans que ça ne le dérange pendant que ses frères s'épanouissent. Il a ri, puis il a dit « Ah, mais l'héritage, là, c'est à quel moment ?» Je lui ai dit « C'est quand maman meurt. » Mais là, par exemple, je t'ai donné une éducation. C'est un héritage de mon vivant. Je t'ai donné de bonnes écoles. C'est un héritage de mon vivant. Demain, quand tu auras un bon travail, tu verras que c'est l'héritage que maman t'a laissé. Comme moi, mon papa m'a laissé un héritage, mais de son vivant, il m'a mis dans les meilleures écoles possibles. Il a permis que j'ai la meilleure éducation possible pour que je puisse m'en sortir. Et donc, tu comprendras tout de suite que maman t'a laissé quelque chose de son vivant. Maintenant, si maman n'est plus là, elle va te laisser des terrains, des maisons en fonction de ses capacités. Mais il ne faut pas attendre que maman te laisse ça pour évoluer dans la vie, etc. On a eu la longue conversation et ça a duré plus d'une dizaine de minutes. Un enfant de 8 ans, on a des questions existentielles sur Dieu, sur la religion, mais j'essaye de ne pas lui donner ce que moi je pense, ce que moi j'ai fini par me faire comme idée, mais de lui donner la vision la plus factuelle possible en lui disant « tu feras ta propre expérience ». En fait, ce qui me fait mal, c'est que cette discussion-là, moi, je n'ai pas envie qu'elle se termine. Je pense qu'il y a tellement de choses que j'ai envie qu'on aborde. Et je suis même tenté qu'on refasse un autre podcast dessus. Voilà, un deuxième épisode tout au moins. En tout cas, dites-nous en commentaire s'il y a des questions même, posez les questions en commentaire. Comme ça, je vais regrouper tout ça pour que, en fonction des disponibilités, on fasse un autre épisode. Moi, la question qu'on n'a pas abordée, je pense qu'on va la mettre dans un autre épisode. Si ça se tient, c'est comment est-ce qu'on fait ce changement-là, en fait. Comment est-ce qu'on fait? Le processus, c'est autre chose. Voilà, on ne l'a pas abordé. Mais ça va être ma dernière question à moi. Et si après ça, tu as un mot de fin, tu le diras. Quel message tu adresserais à quelqu'un aujourd'hui, étant adulte, se disant, c'est trop tard pour moi? C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard pour être la meilleure version de soi. C'est jamais trop tard pour guérir et puis abandonner, laisser ces choses-là derrière. Parce que des fois, tu as vraiment envie d'abandonner, mais tu ne sais juste pas comment faire. En fait, dans ce livre que je citais, Conversation avec Dieu, l'auteur dit à Dieu, « Je voudrais faire ceci, mais je n'arrive pas à cesser de le faire. » C'est-à-dire, il fait quelque chose qui n'est pas bon. Et puis, il dit à Dieu, « Pourquoi est-ce que tu reviens me voir, tu me parles ?» Parce que le lecteur, quand il lit le livre, il a l'impression que la conversation avec Dieu est fluide. Mais l'auteur dit à Dieu, « Des fois, il se passe 5 jours, 6 mois, 3 mois, avant que tu ne me reparles. » Et Dieu lui dit, « Mais moi, je suis toujours là. C'est toi qui n'es pas toujours disponible. » Et il répond à Dieu, « Mais oui, c'est vrai que je suis occupé. » Et Dieu dit, « Donc, tu vois que tu as fait ton choix. » Et il dit, « Mais pourquoi est-ce que j'ai le choix? » Je veux dire, tu es Dieu. Si tu veux me parler, parle-moi. Dieu dit, « C'est pas comme ça que ta relation avec moi s'est établie à la base. J'ai laissé le choix à la base. Donc, pourquoi est-ce qu'avec toi, je changerai? C'est toi qui décides. Donc, si tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. » Et il dit, « Mais comment est-ce que je peux cesser de ne pas avoir le temps? » Et là, Dieu a dit, « Cesse. » Il dit, « Mais comment? » Il dit, « Mais en cessant. » Ça peut paraître bête, mais en fait, juste décider de cesser peut suffire. Arrête de te faire mal. Arrête, juste arrête. Quand tu y penses, arrête d'y penser. Mets tes chaussures, va courir. J'ai des livres sur ce qu'on appelle l'overthinking. Le fait de se faire mal en étant assis, Dès que tu es un peu oisif, en fait, c'est comme des pensées qui ont été... ce sont des pensées qui ont été refoulées, en fait, par l'activité. Et dès qu'il y a du silence ou du calme, c'est l'horreur parce que comme les activités se sont accumulées ou distraient les pensées se sont assises au quartier. Elles sont là en train de fumer leur clope en disant, lui, là, il pense qu'il va nous avoir tout à l'heure. Même s'il reste 2 secondes. Et c'est ça, en fait, qui fait que les gens développent des addictions parce qu'ils veulent fuir la réalité. La réalité fait mal. Et comme ils veulent fuir la douleur, au lieu de l'accepter,
Padre Pio, c'est un champion de l'acceptation de la douleur. Il a dit, la douleur est devenue ma meilleure amie. Je l'ai acceptée. Donc, en fait, dans l'aspect spirituel, ce que le diable a utilisé pour le blesser, les stigmates, les douleurs, les migraines, en fait, il en a fait son ami. Donc, quand tu fais de quelque chose qui est censé t'immobiliser, ton ami, ton ennemi peut se servir de quoi d'autre? Le pire, c'est que la dénier ne l'empêche pas d'exister. Elle est là. Elle est juste cette pensée-là, obsédante, en train d'attendre. Par exemple, je vais donner quelque chose que tu as très certainement envie de faire un autre épisode. C'est que nous, on écrit des lettres aux gens qui nous ont fait du mal. On écrit des lettres à ces personnes-là pour leur pardonner. Okay. On s'écrit à soi-même. Ça consiste en quoi, la lettre? Pourquoi la lettre? On écrit une lettre parce que, en général, écrire, c'est saigner. Quand tu saignes, là, tout sort. Moi, j'appelle ça bleed, littéralement. Saigner, écrire, c'est saigner. Si tu prends un exercice simple qu'on va faire peut-être jusqu'au prochain épisode, tu sors d'ici, tu vas dans une librairie, peu importe, achète un cahier. Achète des stylos de différentes couleurs. Bleu, noir, rouge, vert, violet, orange, rose. Et puis, attribue une couleur à une émotion. Ouvre le cahier et puis écris n'importe quoi. Commence juste à écrire. Écris, choisis. Tu n'es pas obligé de dire ce cahier-là, je m'écris à moi-même. L'autre cahier, j'écris à Dieu. Tout est mélangé. Écris seulement. Et plus tu vas écrire, tu vas pleurer. Mais tu vas pleurer comme jamais. Mais tu es libre de montrer ou non, mais quand tu l'écris, tu te vides. Et c'est quelque chose que si tu ne prends pas pour donner à quelqu'un, personne ne peut savoir. Donc ta vulnérabilité, elle est entre toi et toi. C'est là que tu te rends compte que tu as deux toi. Celui qui vit et puis celui qui regarde celui qui vit. Et celui qui regarde celui qui vit, lui, il sait ce qui n'est pas bon. Hein. L'autre ne veut pas l'écouter. Mais quand les deux vont se réunir en écrivant, il va écrire les problèmes et la solution lui-même. Ce petit exercice-là seulement permet aux gens de décoincer, de débloquer des choses. Ensuite, les livres que nous, on utilise pour travailler sont des livres très pratiques. Parce que si tu lis un chapitre, tant que tu ne fais pas l'exercice, tu ne peux pas passer au chapitre suivant. Donc, comme l'auteur de Conversation avec Dieu, il peut se passer 3 mois sans que tu n'avances dans le travail parce que tu refuses de sauter ce pas. Ouais. Donc, on écrit. Et parfois, on prépare les conversations difficiles avec les gens qui nous ont fait du mal et on les a. Quand les personnes sont vivantes, on a les conversations avec la personne. Parce qu'il est important qu'on se détache d'abord de ce que les gens pensent de nous. Si on ne l'a pas fait, on aura du mal à aller vers la personne. Parce qu'en réalité, quand on y arrive, au moment d'aller parler à la personne, ce qui va arriver, c'est qu'on s'est tellement détaché émotionnellement que ce que la personne va dire, penser, on ne vient pas écouter ce qu'elle a à nous dire. On vient lui dire ce qu'on a ressenti. Et il faut faire attention. Le tu tue la relation. Ouais. Tu m'as fait ça, tu as fait ça, tu es méchant, tu es ceci, tu es cela. Tu peux avoir fait quelque chose sans être méchant. En fait, une personne n'est pas définie par les actes qu'elle pose. On est nombreux à être de bonnes personnes à faire de mauvaises choses. On n'est pas de mauvaises personnes. En effet. Par contre, lorsque tu as posé tel acte, je me suis senti comme ça. Ceci est relativement la vérité, parce qu'on ne peut pas discuter les ressentis. Il y a un fait qui s'est passé. Ce fait a engendré un ressenti. Je me suis senti exclu lorsque tu as décidé de sortir avec tes amis manger. Elle a décidé de sortir avec ses amis manger. Tu t'es senti exclu parce que pour toi, justement, une relation doit être fusionnelle. Tu dois tout faire avec ta partenaire. Toi, tu lui as présenté tes amis, mais elle maintient le fait qu'elle veut garder ses amis à part. Ça peut te blesser. Tu peux te sentir blessé. Mais lui dire, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. Tu as décidé de sortir tes amis, toi seul. C'est juste un besoin qui est tragiquement exprimé. Tu as besoin d'être avec elle, tu as besoin de te sentir rassuré, mais tu ne sais pas comment le dire. Et il y a tellement de personnes qui ne savent pas comment le dire. C'est ça le truc de la communication. C'est arriver à faire comprendre à quelqu'un ce qu'on ressent sans pour autant que la personne ne se sente coupable. Et c'est ce genre d'exercice-là qu'on fait. C'est des exercices de toute une vie. Hein. Ce n'est pas des exercices où on réussit à tous les coups. Moi-même qui parle, des fois, j'en ai juste marre, j'ai juste envie de crier. Mais je crie. Hein.
Des fois, j'ai juste envie d'être à part. Des fois, j'ai juste envie, mais j'ai appris à aimer le noir et le silence. Parce que je suis en paix avec moi-même. Et je suis en paix avec toutes les personnes avec qui j'ai pu avoir un conflit. Celles dont ce n'est pas encore le cas, c'est-à-dire celles dont on n'a pas encore réglé le problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore eu la conversation. J'ai préparé les conversations, déjà, elles sont là. Je sais que je les aurai tôt ou tard. Franchement, moi, je pense que j'ai eu une belle discussion. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses. OK. J'espère que ceux qui nous ont regardés aussi pourront en tirer quelque chose, au moins une, deux leçons ou un déclic ou une autre perspective de voir tel ou tel autre point. Je ne sais pas si tu as un mot de fin. Oh, encore une fois, donner des conseils, c'est dire à quelqu'un « ressemble-moi ». Ouais. Alors que je n'ai pas envie que tu me ressembles. Ouais. J'ai envie que tu sois toi. Donc, si je dois donner un conseil à quelqu'un, et ce serait donc le seul conseil que je donnerais à quelqu'un, c'est sois toi en dépit de toi et des autres. C'est une expérience. Quand on commence, on est un peu euphorique. C'est comme quand on arrive à Disneyland. On veut tout toucher, on veut tout voir, on veut tout faire. On est extatique. Même quand on se rencontre soi-même, on est un peu... On a peur, on a chaud, on a froid. C'est tout ça. Et puis, à l'exercice, comme un muscle, on finit par temporiser et puis vivre dans un équilibre parfait. Comme l'homme qui voulait être heureux, on finit par être heureux parce qu'on le décide. Finalement, c'est juste ce que nous, on pense de nous-mêmes qu'on projette aux autres. Donc, si jamais tu es maltraité par les gens, demande-toi quelle image de toi tu projettes. On attire ce de quoi on a peur et ce qu'on est. Merci Lala, merci pour ta disponibilité, bel échange. Je suis persuadé que un prochain épisode, au moins une deuxième partie, au moins aura lieu. Tant que je ne deviens pas chroniqueuse. Merci de nous avoir suivis jusque-là. N'hésite pas à t'abonner, à laisser des commentaires, à poser des questions. Et puis, rendez-vous dans un prochain épisode. Allez, wake up, champ.